Effectivement, ça fait un petit moment que je viens au festival et j'ai dû changer effectivement aussi un tout petit peu le registre parce que les choses qui étaient un peu proches de mon parcours, je les ai petit à petit écrémées et je ne vais plus vous prendre en otage pour vous présenter mes couleurs de l'espace. D'ailleurs, les deux jeunes ont déjà fait une super introduction. Donc je vais continuer un peu plus loin et me demander, alors toutes ces longueurs d'onde qu'on explore, quelles sont les technologies, quels sont les protagonistes qui les ont mis en œuvre et bien sûr, pourquoi cette symbiose entre le docteur Tournesol et monsieur Folamour, ou disons cette success story dont je parle dans mon titre. Entre ce docteur ou professeur distrait, qui bien sûr est devenu un cliché utilisé dans toute l'imaginaire, mais pas que l'imaginaire. Effectivement, quand je regarde chez mes collègues, c'est tout de même plutôt ce type-là que le type adjudant ou sergent ou militaire. Donc ce sont visiblement deux mondes très très séparés. Le monde de l'astronomie, une science pure, presque puritain, qui est détaché de ces soucis terrestres, qui semblent avoir à première vue pas un impact, certainement pas matériel. Si ça nous change les idées, ça nous permet de connaître la place dans l'univers. Ça n'a pas, à première vue, comme d'autres sciences qui vont vers le grand bleu, le blue sky science, comme les Américains disent, et qui ne demandent pas immédiatement une application du cache qui sort. Et à première vue, donc, cette science ne pourrait être pas plus loin des basses occupations de nos militaires, comme le diraient probablement la plupart de mes amis. Elle nous fait prendre conscience à travers les cultures et les religions que nous sommes une espèce sur une planète. Quand vous vous souvenez peu de l'héritage de Carl Sagan, The Pale Blue Dot, tous nos soucis, tout ce que nous avions connu et que nous connaîtrons est sur ce petit point bleu. Et donc, il faut en prendre conscience, il faut en prendre soin. Et donc, toutes ces préoccupations devraient plutôt nous permettre de vivre ensemble en prenant soin les uns des autres et pas en nous tapant dessus. Quand je pense à tous ces scientifiques-là, les prototypes tournesol comme Picard, Bohr, Planck, Newton, Curie, et je regarde aussi autour de moi, dans mon héritage aussi helvétique, je ne connais pas d'officiers dans l'armée suisse qui sont astronomes, par exemple. Donc on se demande, est-ce qu'il y a vraiment où est cette face cachée là, ce Mr. Hyde qui est dans ce Dr. Jekyll scientifique? Bien sûr, c'est quelque chose que, entre autres par ce fantastique film avec Peter Sellers, comment j'ai appris d'aimer la bombe. Donc ce film
met en perspective ce scientifique Folamour qui visiblement représente cette partie diabolique. Mais on se demande dans quelle mesure tous ces protagonistes beaucoup plus honorables ont-ils pu, d'une manière ou d'une autre, faire un pacte avec le diable. Ma question, que je ne vais pas répondre, c'est comment les scientifiques managent leurs conflits s'ils sont amenés à travailler directement ou indirectement avec les militaires. Quels sont ces conflits et comment ils les managent et comment ces chercheurs font pour leurs scrupules, s'ils en ont, s'ils utilisent des télescopes spatiaux, qui utilisent des capteurs, des optiques, qui sont développés conjointement avec, disons-le gentiment, avec la défense, ou la reconnaissance au moins. Et de toute façon, s'ils utilisent des télescopes spatiaux, ce sont des télescopes qui utilisent des satellites, des lanceurs, des segments sol, qui sont développés dans le même rythme avec les militaires. D'ailleurs, souvent, on a l'impression que nous sommes tellement bien lotis parce que nous servons un peu comme alibi. C'est beaucoup plus facile de vendre une agence spatiale, pas qu'en France. La NASA, les agences de tous les pays, l'ESA, mettent la science devant, mais quand on regarde la proportion entre les budgets qui partent dans la partie défense du spatial et ce qui part dans la partie scientifique, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes poids que dans les discours et dans les pages web et les objectifs affichés là. Au lieu de répondre à ces questions, et je n'ai pas vraiment de réponse comme nous faisons, je veux vous donner quelques exemples. Et à la tradition que j'ai eue depuis bientôt 30 ans, je vais le faire selon les longueurs d'onde. Donc on va passer du radio. Tout à l'heure, on a vu la petite introduction sur l'astronomie radio, c'est parfait, jusqu'au gamma, donc exactement entre les deux petits films, qui étaient excellents d'ailleurs. Et on va regarder mais comment les scientifiques dans ces différents domaines sont impliqués ou non. On commence justement ou non. Ce qui est très étonnant, l'astronomie radio, elle commence déjà en 1932, bien avant la Deuxième Guerre mondiale, par Karl Jansky qui trouve avec ce télescope qui n'a absolument aucun lien avec une application militaire, qui trouve une émission du centre de la Voie lactée. Très étonnamment, ça se trouve surtout dans le livre d'histoire de l'astronomie. À l'époque, personne ne s'en est vraiment rendu compte. Ça avait fait un bid qui aurait pu être une grande annonce, parce qu'on a ouvert la première fenêtre sur l'univers à partir de la fenêtre visible. Bon. À l'époque, aller dans l'espace, ce n'était pas encore si simple. Donc, logiquement, le radio qui traverse sur une grande bande l'atmosphère était logiquement la première bande, mais étonnamment, à part un deuxième astronome qui s'appelle Reber, il n'y avait pas énormément de gens qui sont intéressés à ça. Le gros boom vient pendant et à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, les communications, bien sûr le radar, bien sûr le brouillage du radar, tout ça, ça devient une technologie importante. Les technologies sont disponibles pendant la guerre et puis surtout après. Et les gens qui ont été actifs pendant la guerre continueront à faire, et pour le militaire et pour l'astronomie, de la recherche. Un petit exemple que je trouve assez... Bon, déjà ça, c'est l'histoire d'un des protagonistes, James Hay, un Britannique, qui
qui est attaché à une tâche de s'occuper du brouillage. Qu'est-ce qui s'était passé? Le 12 février 1942, 2 navires de guerre allemande sont passés sans être embêtés par la Manche, sont partis de Brest, sont allés à Kiel et personne s'en est occupé. Ils leur sont passés sous le nez parce que les radars de la défense côtière britannique étaient déjoués par un brouillage intense des côtes françaises par l'armée allemande. Ça, c'était, bien sûr, ça secouait tout le monde. Et le War Office a chargé un groupe opérationnel de recherche de l'armée de mettre le paquet sur les mesures, les contre-mesures contre ce brouillage. Bon, après, quand on veut connaître une maladie, on l'étudie d'abord. Et donc, M. Hay a étudié ce brouillage, d'abord en l'étudiant, en regardant jour par jour ce qui était arrivé des observateurs. Et il s'est rendu compte que pendant tout le mois de février et jusqu'au 28, où ça culminait, le brouillage devenait très très intense. Et à un moment, il s'est rendu compte que les pointages que lui livraient les opérateurs radars semblaient être, bon, d'abord tous pendant la journée, étonnant, parce que souvent les raids se font aussi la nuit, donc pendant la nuit, il n'y avait pas de brouillage. Et puis, il semblait être niveau azimut, dirigé vers le soleil. Donc, il est allé voir à Greenwich et il s'est rendu compte que le 28, il y avait une énorme tache solaire sur le méridien. Donc, d'où il a dit, bon, ok, peut-être le soleil, ou plutôt l'activité solaire, les taches solaires, ont un effet. Et en vérité, il s'est rendu compte que l'intensité émise donc, correspondait à un corps noir sur tout le disque solaire à 6000 degrés et le dépassait de plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire, c'est une puissance absolument énorme émise par cette simple tache solaire. Ça donnait donc une science qui est née à ce moment-là effectivement, d'une opération militaire. Donc ça, c'est un retour de militaire assez classique pour une science qui finalement commençait d'une manière totalement civile. Et vous comprenez bien que ensuite, la guerre électronique aujourd'hui, ce n'est plus seulement anecdotique comme la petite anecdote ici, c'est un énorme business et bien sûr les astronomes ici sont toujours en train de participer d'une manière ou d'une autre ou de co-développer des technologies. On tourne un peu la grande manivelle des longueurs d'onde. On va vers maintenant plus les micro-ondes, le millimétrique. Vous êtes tous, bien sûr, quand vous venez sur ce festival, familiers de la découverte de Penzias et Wilson. Dans les années 60, vers les années 65, ils ont publié leur papier affirmant qu'ils voient un signal radio céleste à 7 cm qui nous parvient de toute la voûte céleste. Donc ça, c'est avéré être la preuve finale. Il y en avait 2 autres que Gamow avait proposées. Bon, à part la récession des galaxies, vous aviez surtout le rapport hydrogène-hélium. Et puis, Gamow avait aussi prédit que si l'univers était né dans un Big Bang, Big Bang, c'est le mot qu'utilisaient les ennemis de cette théorie de la naissance de l'univers pour se moquer de cette théorie. Et ce Big Bang, il ferait donc, dans les premiers instants, une flamme
qui, au moment où elle découple, c'est-à-dire elle devient transparente, vous avez d'un côté les atomes qui se forment à ce moment. Donc vous êtes avant 3000 degrés comme dans la flamme. Ça se passe à peu près 380 000 ans après le Big Bang. L'univers a suffisamment refroidi pour être maintenant autour de 3000 degrés. Et les électrons qui étaient séparés des noyaux, des protons et des particules alpha, des noyaux d'hélium, se combinaient, on dit recombinaient, ils n'étaient jamais combinés avant, mais on dit ça fait une recombinaison. Ils forment donc des atomes, et en même temps, la lumière qui jusqu'alors était diffusée par les électrons libres, c'est comme dans une plaque de métal, dans votre miroir où vous rasez le matin, ça ne passe pas à travers. Et là maintenant, ça passe parce que les atomes sont là, sont neutres, la lumière passe. Cette lumière a une température de 3000 degrés, et après un étirement de plus de 1000, c'est encore une température de 3 degrés, et justement, c'est maintenant plus autour d'un micron de longueur d'onde, mais maintenant c'est autour du millimètre. Et Penzias et Wilson, avec leur télescope, ils mesurent ça, c'est la preuve finale. Donc ça, c'est l'histoire que vous connaissez, certainement, et vous connaissez aussi ce télescope, cette cornée de Bell Lab qui est à New Jersey, à Holmdel. C'est effectivement une histoire de radiocommunication dans le centimétrique, mais on utilise ici des ondes radio qui sont réfléchies sur un ballon gonflé, aluminisé, à 1500 km d'altitude, d'orbite. Le ballon, qui s'appelle ECHO, réfléchit une partie de la lumière qui après revient. Ici, vous avez le correspondant sur la côte ouest, Goldstone. Donc il y a Holmdel et Goldstone. Et on balance un message par réflexion. Et le premier message qu'on transmet, là vous voyez le lancement de la mission. Et le premier message qu'on transmet, c'est celui-là. J'espère que... Oups. Non, je ne peux pas. Heureusement, je l'ai écrit. C'est le président Eisenhower qui vous parle. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans le programme de recherche et l'exploration de l'espace mené par les États-Unis à des fins pacifiques. Le ballon satellite qui reflète ces mots peut être utilisé librement par toute nation pour des expériences similaires dans son propre intérêt. J'aurais bien aimé que c'était Eisenhower lui-même. Hey, here we go. Oh, okay. We're going to start our tape now, and you start yours. This is President Eisenhower speaking. It is a great personal satisfaction to participate in this first experiment in communications involving the use of the satellite balloon known as ECHO. This is one more significant step in the United States program of space research and exploration. The program is being carried forward vigorously by the United States for peaceful purposes for the benefit of all mankind. The benefit of all mankind. Peaceful. Fantastique. C'est presque aussi fort que le slogan de l'Air Force américaine qui dit « Notre profession, c'est la paix ». C'est formidable. En vérité, bien sûr, il y avait cette partie ECHO. Ici, d'ailleurs, ce ballon qui est monstrueux, vous le voyez gonflé, 30 mètres de diamètre. C'est ECHO 1 que vous voyez. C'est à peine plus épais que le papier autour d'un paquet de cigarettes aluminisé. Et ça tient dans cette sphère qui s'ouvre une fois en orbite. Et avec d'abord, ils ont mis un peu d'air, ça a déchiré le prototype. Donc, on a mis une poudre qui gonfle ce ballon à ce diamètre-là.
Et puis, au premier tour, ils ont déjà essayé cet enregistrement de Eisenhower et ça marchait parfaitement. Ça s'est passé donc d'abord en 1960. Le ballon est resté jusqu'en 68 en orbite, parce que même s'il a une très faible masse pour son énorme diamètre, à 1500 km, le freinage atmosphérique est relativement faible, et donc il est resté assez longtemps. D'ailleurs, le but primaire, principal, vient justement de là. Le but principal, c'est la mesure de la densité résiduelle de l'atmosphère. Le sujet qui a été posé dans un congrès aux US, c'était celui-là. Comment mesure-t-on à différentes altitudes précisément la densité de l'atmosphère? Et la réponse qui venait, c'était ça. Après, vous allez demander pourquoi on a tant besoin de connaître. C'est bien, la science, c'est une science pure de connaître le profil de l'atmosphère. Oui, mais avant le GPS, si vous lancez des projectiles balistiques de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez intérêt de bien connaître la densité à différentes altitudes si vous voulez être précis. Surtout quand c'est purement balistique, il n'y a pas de correction qui peut s'ajouter une fois que le burn de la fusée est arrêté. Donc c'est un sujet qui est extrêmement militaire, la densité de la haute atmosphère. Bien sûr, après, on est sauté dessus pour la communication par satellite, mais maintenant en communication passive. Et vous savez que là, la guerre était gagnée par les Telstar, par une communication active où le satellite lui-même reçoit et émet le signal. C'est ce qu'on fait, bien sûr, encore aujourd'hui. La dynamique des grands vaisseaux spatiaux, intéressante pour toutes les manœuvres qui vont venir. Et surtout, la géodésie géométrique globale. Un autre grand problème que ce satellite a aidé de résoudre, c'est de savoir où est Moscou. Parce que les différents systèmes de référence sur la planète ne sont pas connectés. Chaque survey géologique a son système de coordonnées, ses projections, et ce n'est pas encore Google Earth. Pas tout est référencé. Et donc, il y avait une erreur pendant la guerre froide sur la position de la ville de Moscou de presque 1 kilomètre. Si vous avez ou un satellite de géodésie classique, un peu comme un ballon de basket avec des rétroréflecteurs, que vous pouvez mesurer plus tard quand on a le laser, ou alors qui juste occulte les étoiles pendant qu'ils passent, comme celui-là, ça vous permet de faire des observations depuis la Terre qui, si vous le faites au bon endroit, qui vous permettent de mieux connaître la cartographie. La cartographie, c'est un art militaire. Donc toute cette histoire, bien sûr, on a bien compris que c'était pour Communication for Peace. Ils ont même fait un timbre-poste. Et ce qui est intéressant, tout ça, ça s'est donc passé au début des années 60, comme vous avez compris. Et quand on avait finalement compris que ce type de communication n'était pas très intéressante, la partie radio de ces expériences s'est arrêtée. Donc Holmdel était au chômage. Et 2 ingénieurs qui sont restés sur le projet ont pu effectivement continuer à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils n'ont jamais réduit la température de l'antenne en dessous de ces quelques 3 degrés. Donc, effectivement, le résultat final de cette expérience qui était profondément militaire
était une grande surprise. C'était donc la preuve définitive pour la théorie du Big Bang. Ce qui est rigolo que ce film, le petit extrait que je vous ai montré tout à l'heure, là, assez marrant, en 1960, il s'appelait déjà The Big Bounce, le grand rebond. Assez marrant. Je ne sais pas s'ils étaient au courant que ça allait devenir le Big Bang, le résultat principal de cette antenne. Un domaine où c'est presque trivial de parler d'intrication ou de success story entre astronomie et militaire, c'est le premier domaine qu'on a ouvert des longueurs d'onde invisibles, c'est l'infrarouge. Donc William Herschel qui fait cette expérience que vous avez dû voir. On laisse, comme l'expérience cruciale de Newton, arriver de la lumière du soleil sur un prisme qui est transparent aux infrarouges. On produit un spectre qui va maintenant ici à gauche du violet à travers le bleu, vert, jaune, orange, rouge. Et au-delà du rouge, on met un thermomètre. Herschel met un thermomètre et il se rend compte qu'il a une température plus élevée par rapport aux thermomètres qui sont dans une position équivalente dans la pièce. Donc il trouve quelque chose d'invisible, mais que le thermomètre voit bien, les rayons thermiques. Ça, c'est l'œuvre d'un astronome. Et puis vous vous rendez compte que de pouvoir détecter, capter des rayons d'un objet thermique, comme nous, ça a une énorme importance, pas que pour les pompiers qui cherchent des victimes dans la fumée, mais c'est très très intéressant, bien sûr, pour les militaires qui voient des gens à travers le brouillard en pleine nuit. Comme par hasard, le convertisseur d'image, c'est une sorte de photomultiplicateur qui vous amplifie le signal qui marchait dans l'infrarouge proche, était juste prêt avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, des détecteurs comme comment ça s'appelle PBS, là encore, monsieur sulfure de plomb. Le sulfure de plomb est devenu le premier détecteur qui allait jusque 3 microns. Donc ce n'est pas encore vraiment l'infrarouge thermique, mais on commence à y aller. Et ça, c'était à peu près le state of the art pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, vous imaginez bien que ça fait un bond énorme dans la guerre froide. Et encore aujourd'hui, les astronomes attendent souvent qu'une nouvelle génération de détecteurs militaires soit déclassifiée, soit ouverte pour la recherche publique, astronomique. Il y a d'habitude presque, je pense, tous les détecteurs qu'on connaît, Spitzer, ISO, Herschel, ont eu recours à des technologies qui sont venues des développements militaires qui ont des décennies d'avance. Aujourd'hui, on appelle ça Dual Use Technology Applications. C'est assez pratique, facile à soigner comme expression. Bon, vous voyez ici un des moultes exemples qu'on connaît quand on regarde Orion, avec bien sûr sa nébuleuse, mais regardez tout ça en infrarouge. Effectivement, c'est un feu d'artifice, c'est un autre ciel. Vous apprenez sur les naissances des étoiles et des systèmes planétaires, entre autres, les molécules, l'eau, les molécules organiques dans l'univers. Bon, on ne va pas faire les couleurs de l'espace. Aujourd'hui, on va juste scanner ce spectre et aller donc maintenant dans le visible. Bon, dans le visible, on prend un exemple relativement récent. Je vais vous montrer un plus ancien. Ici,
juste à l'aube des années 90, le premier exemple européen pour la correction en temps réel de la turbulence atmosphérique, non corrigée ici à droite, à gauche, pardon, à droite c'est corrigé, on met en route un système de correction qui compense les turbulences de l'atmosphère. Ça, c'est effectivement un fait de pionnier entre le groupe de Pierre Léna essentiellement et puis l'ONERA, l'ESO, Meudon bien sûr. Comment ça marche? Il y a un capteur qu'on appelle un analyseur de front d'onde qui regarde l'état de l'onde, c'est l'équivalent ici en bas. Dès que le front d'onde est légèrement cabossé, ici, le capteur de front d'onde envoie une correction sur un miroir qui est dans le faisceau, entre souvent le miroir quelque part Nasmyth et souvent le troisième ou quatrième miroir est un miroir déformable avec des actuateurs. Il se met dans une forme qui compense momentanément le front d'onde, qui change tout le temps. Peut-être il faut renouveler donc cette mise en forme 1000 fois par seconde. Aujourd'hui, les électroniques sont capables de faire ça. Ce qui fait qu'à la fin, le front d'onde qui arrive sur votre plan d'image, il est redressé, presque parfait. Vous avez ici un seul exemple que je vous montre à 2 microns. Saturne avec le même télescope, le système qui est débranché. Vous avez donc l'atmosphère qui vous fait clignoter les étoiles la nuit, qui déclignote ce Saturne et qui produit ici une image presque parfaite, presque comme si on n'avait pas d'atmosphère, presque comme si ce télescope pouvait être dans l'espace avec seulement la limitation par son diamètre, donc la diffraction. Tout ça s'est développé depuis les années 50 par l'armée américaine et sans doute par les soviétiques pour se regarder mutuellement, entre autres, de traquer leurs satellites précisément depuis le sol, un point dans l'espace, satellite ou projectile balistique, et inversement, depuis l'espace, bien sûr, d'avoir une image non trop perturbée du sol. Et cette technologie est déclassifiée et trouve une utilisation à partir à peu près de 90 dans l'astronomie. Donc ça, c'est un domaine où les longueurs d'onde visibles sont concernées par un impact importantissime des militaires. Venons maintenant aux UV. Les UV sont devenus, depuis longtemps, surtout les UV du Soleil, une cible très convoitée. Ici, vous voyez une première expérience par papa et fils Wegener avant la guerre, ballon stratosphérique qui monte jusqu'à presque 30 km, ça c'est la montée, ça c'est la descente, et vous avez sur cette plaque photographique qui est en rotation, le spectre, et plus que vous montez, plus que vous voyez profondément dans les UV. Là, on va jusque 2948 angstrom, donc on voit bien plus que ce que vous avez vu plus bas. Donc ça, c'est une première, le spectre du Soleil. Ce n'est pas encore une expérience spatiale parce qu'on n'est que à 29 km, mais cette même équipe développe un
un baril, un tonneau UV qui s'appellera les ultraviolettes tonnes et qui comporte ici un miroir, un diffuseur avec un enregistreur photographique et puis il y a un barographe, on mesure les ions, on mesure la densité de l'air, puis tout c'est enregistré sur des barothermographes et les spectres enregistrés sur une caméra robot. Donc vous voyez ici le barographe aussi. Oups. Ici c'est une partie de cette tonne qui est encore existante. Tout ça serait assez sympa si on ne savait pas que ça se passe dans les années 40 maintenant et que le lanceur est une V2. Et l'arme qui a été utilisée pour semer la terreur à Rotterdam, à Londres, même je pense qu'il y en avait plusieurs qui sont allés vers Paris à la fin de la guerre. Et c'est une expérience qui a commencé dans les années 42, et on peut se demander pourquoi une nation qui est jusqu'aux oreilles dans la guerre va sacrifier des ressources et des V2, plusieurs, pour juste la beauté du geste, pour avoir le spectre du soleil. Mais encore une fois, quand vous regardez le soleil à travers une atmosphère qui devient de moins en moins épaisse, vous ne faites rien d'autre que de mesurer la densité de l'atmosphère. Donc ce que font les Allemands à travers cet exercice intellectuel et astronomique, c'est de mesurer la haute atmosphère, sa densité, sa composition, bien sûr, on mesure aussi les ions, et d'avoir une meilleure connaissance, parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas encore le GPS, et aussi, quand ils voulaient frapper précisément, c'était pratique de savoir comment c'est fait là-haut, on passe. Donc ça, c'est une expérience qui aide de faire ceci, avec une arme que vous connaissez redoutable. Ici, on appelait d'abord A4 pour la partie recherche, et V2 une fois que c'était une sorte de revanche, Vergeltungswaffe en allemand, et donc prendre la revanche avec ce deuxième moyen, qui d'ailleurs a tué bien plus de monde dans les camps de concentration qui les produisaient que à Rotterdam ou dans Amsterdam, à Londres. C'était plutôt la terreur, parce que bien sûr, on les entendait, contrairement au V1, qui était plus ou moins des avions à réaction lents, ça rentrait quasiment de l'espace. Ça pouvait monter à 100 km et rentrer dans l'atmosphère à vitesse supersonique. Donc vous n'entendiez rien. Au début, je pense à Londres, ils ont même pensé à des explosions parce qu'on n'entendait rien venir. Et donc c'est une arme effectivement terrorisante, mais elle était le plus dévastateur, peut-être heureusement, je ne sais pas, mais elle était plus dévastateur en Allemagne, dans la labeur souvent forcée, que dans les cibles à Londres ou Amsterdam. D'ailleurs, un petit groupe de personnes qui ont travaillé au Mittelwerk en Allemagne est venu, juste après l'inauguration de la Cité de l'Espace, mettre une plaque à la Cité de l'Espace pour informer que l'espace, c'est pas que ça. L'espace, c'est aussi ça. Et si vous le regardez point de vue budget, c'est que ça. Eh bien, imaginez bien sûr, la guerre froide était déjà en route dans les derniers jours, quand on se partageait le butin entre les soviétiques et les Américains. Là, vous voyez un Américain avec
moteur de fusée V2, justement, dans ce Mittelwerk, sous la terre, où les gens se sont repliés pour construire ces armes, parce que dans le centre, dans leur Florida, c'était Peenemünde au nord, les Russes étaient déjà arrivés en début 1945. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là, je pense en février 1945, les Russes étaient aux portes, et bien que papa et fils Regener, ils ont pris leur clic et leur claque, c'est-à-dire ceci, et ils sont partis. Et à 3 semaines près, on dit, l'original était lancé, parce qu'ils avaient déjà lancé, c'était le dummy, c'était le modèle de masse, qui est revenu avec le parachute, qui a été testé au sol avant, et ça fonctionnait parfaitement. Donc ils étaient à 3 semaines de devenir la première nation de faire de la science spatiale, et d'avoir pris les premières données dans l'espace. C'est assez ahurissant. Mais l'histoire n'est pas du tout finie là, parce que ces fusées, je pense que j'ai compris que c'était autour de 400 tonnes de matos et une centaine de scientifiques. Donc le fameux leader von Braun, mais bon, plein d'autres, d'experts qui ont mis au point ces technologies, ont été ramassés dans des actions un peu de Boy Scout et amenés d'abord en France, et après tout le matos a été envoyé aux US. On est à la barbe des Russes qui normalement étaient ceux qui occupaient ces zones-là, et on a très vite essayé de les priver. Ils étaient déjà à Peenemünde, où ils ont trouvé les plans de la V2. Vous connaissez la suite. Et une partie de ces fusées était effectivement utilisée pour faire exactement ça, de l'UV. Vous voyez ici le modèle de la NRL, de la Naval Research Lab. C'est un autre spectrographe UV, embarqué cette fois-ci pas dans le cône où était le tonneau ultraviolet. Là, c'est dans un des ailerons arrière. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance au parachute. Les Américains, quand ils font leur test avec des V2 encore construits en Allemagne, on met l'instrument dans le tail fin, donc dans l'aileron, et je crois qu'ils ont utilisé 3 V2 jusque dans le débris, on trouvait quelque chose d'utilisable. La pellicule n'était pas détruite. Donc au 3e essai, ça marchait. Et Richard Towsey est devenu l'héritier donc des Regener. Il a fait le premier spectre jusque l'extrême ultraviolet qui a été publié en 1946, donc bien après la guerre. Mais bien sûr, une V2 capturée. Je vais aller un peu plus vite là, parce que c'est presque banal. Ce qui a marché dans l'UV, ça marche dans les X. Herb Friedman est devenu donc le pionnier de l'astronomie X, exactement avec le même outil. Et juste cette fois-ci, c'était des compteurs Geiger qui ont été amenés à 150 km avec une V2. Voilà. Même histoire, je vais vous économiser du temps là. Même histoire avec les gammas. Là, le résultat n'était pas tout à fait clair parce que les gammas sont infestés de rayons cosmiques. Et même si c'était déjà un arrangement de compteurs Geiger qui marchait en anticoïncidence, donc pour réduire le bruit, ici on voit la courbe quand la pression ici diminue, ça commence ici, la pression est haute, on diminue, on passe par ce qu'on appelle le maximum de Pfotzer, et on va à l'altitude maximum ici.
Et on pense que cette partie-là, qui est non infestée par les rayons cosmiques, donc par des particules, serait c'est un sigma, un résultat de 2 sigma, donc très peu crédible. Mais bon, on a commencé à faire l'astronomie gamma, et avec ça, on peut dire le cercle est fermé. On a commencé dans le radio, et au moins ce qui concerne les longueurs d'onde, on voit que toutes les longueurs d'onde, sans exception, ou alors ils ont carrément commencé, toutes les hautes énergies ont commencé tous avec des V2, fabriqués en Allemagne pendant la guerre, ou alors ils étaient liés aux autres technologies comme le radar par exemple. Je vais quand même vite m'arrêter dans une autre découverte maintenant majeure qui a été faite par les militaires justement dans les rayons gamma, où c'est un peu plus significatif. On a entendu tout à l'heure dans le petit film ce que c'est un sursaut gamma. Ça, c'est une découverte qui n'était pas du tout faite par des astronomes au début. C'était l'Air Force qui avait la tâche de surveiller le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, donc le traité qui interdisait le test d'armes nucléaires dans l'haute atmosphère et dans l'espace. Tout le monde a signé. Une fois que c'était signé, on a fait ça à Mururoa, sur Bikini, les tests souterrains aux URSS. Mais avant, on se méfiait tout de même un peu les uns des autres. Et Américains et Russes ont fait un réseau de surveillance avec des compteurs Geiger dans l'espace, plus ou moins, des détecteurs plus en plus sophistiqués. Là, c'est des scintillateurs qui sont ici toujours en paire. Ça, c'est Vela 5A et 5B, qui tournent en opposition autour de la Terre. Typiquement, il y a 8 satellites actifs pour observer toute la planète, pour être sûr que personne abuse de l'espace ou de l'atmosphère pour faire des tests. Comme vous savez bien, suite à Bikini et Mururoa, pas que des effets bénéfiques, surtout à long terme. Donc, pendant cette surveillance de ces traités, on a vu assez vite des flashs. Vous avez vu, il y a des courts et des longs, et qui durent entre une fraction de seconde et jusqu'à la minute, typiquement, aujourd'hui on le sait, et qui, comme vous savez, sont aujourd'hui les explosions les plus intenses depuis le Big Bang. Et des fois on les appelle hypernovas pour les longs, et donc des coalescences d'étoiles à neutrons pour les courts. Bon, on a fait le spectre électromagnétique, mais bon, il y a aussi la planétologie et un grand pas scientifique, bien sûr, dans l'exploration du système solaire. C'est le premier pas de l'homme sur la Lune. Et titre d'exemple, je vais illuminer un peu ce fait-là. Vous vous souvenez certainement, on ne va pas la jouer là, du discours de Kennedy en mai 61, où il dit je suis convaincu que cette nation doit se commettre de faire cet effort d'aller sur la Lune avec un homme et de le ramener sain et sauf. Aucun autre projet pendant cette période sera plus impressionnant pour l'humanité et pour l'exploration de l'espace. Rien ne sera aussi difficile et cher, mais pendant qu'on ne peut pas garantir qu'on sera les premiers, si on ne s'y met pas, on peut être sûr qu'on court à l'échec. Donc il faut y aller. On peut se demander, mais sur quoi Kennedy base cette histoire? Est-ce que c'est seulement un concours de pipi? Pissing contest? Ou est-ce qu'effectivement il y a de la science derrière? Et effectivement,
Je prends un exemple que Pierre pourrait valider ou invalider. Aujourd'hui, ce graphe est beaucoup mieux étayé, mais ce monsieur Schumacher, qui était d'ailleurs un géologiste qui a entraîné les astronautes à faire leur job, lui-même il n'a pas pu aller, il a déjà spéculé début des années 60 que le nombre de cratères, donc la cratérisation, était lié à l'âge de la surface. Plus qu'une surface serait cratérisée, il a publié, plus elle est vieille. À l'époque, il y avait effectivement, Pierre va nous le dire certainement, une discussion d'où viennent ces cratères. Et paradoxalement, j'ai bien compris, les gens qui sont de la science de la Terre, ils ont plutôt pensé que c'était effectivement du bombardement. Quand ça tape, vous faites un gros trou parce qu'il y a une énergie tellement monstrueuse. Si vous faites un caillou de 20 mètres de diamètre qui arrive à 30 ou 50 km par seconde, vous faites une explosion qui dépasse ce qu'on peut faire avec une bombe à hydrogène. Donc les géologues étaient assez explosifs dans ce sens. Et beaucoup d'astronomes pensaient encore que c'était quelque chose qui était plus processus de volcanisme, la lave qui monte. Pas tout à fait faux qu'il y a la lave qui monte dans les bassins, mais la raison, les géologues avaient raison à la fin, il faut l'admettre, c'était ça. Donc ça, c'est quelque chose qui était à confirmer. Et effectivement, vous voyez ici les quelques échantillons ramenés par les astronautes, où on a effectivement pu mesurer l'âge et associer à la cratérisation de la région, et ça semble effectivement marcher. Plus qu'une surface est vieille, plus elle est cratérisée. Bon, ça c'est un des résultats. Après, bon, la naissance de la Lune elle-même, paraît-il, est un résultat. Mais bon, c'est quand même très 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 cher payé, et on est amené à penser que peut-être les pas qui ont, dans la course à l'espace, qui ont précédé la Lune, il y avait la Sputnik qui était assez énervant pour les Américains, parce que c'est quelque chose qui te passe au-dessus de la tête. Ça, c'est le son qu'on pouvait entendre quand on décodait le signal radio. On était démodulé et on écoutait. Khrouchtchev dit bonjour, gentiment. Nous aussi, on vient en paix, comme dans Mars Attacks. Donc c'est un événement hyper traumatisant, suivi par d'autres prouesses, comme la première image de la face cachée de la Lune, avec Luna 3. Déjà, Luna 1 a porté un drapeau russe sur la Lune. Prochain choc, Yuri Gagarin, je ne parle pas de Laika. Donc tous ces chocs, c'est assez difficile à prendre. Ici, juste une petite liste des firsts qu'on peut attribuer à Sergei Korolev, donc l'architecte de l'exploration spatiale des Russes. Tout ça, ça précède finalement l'autre équipe qui est tenue à la courte laisse parce qu'on ne veut quand même pas pacter avec le diable. On ne va pas faire voler la fusée Redstone qui était faite par des Allemands. Ce serait tout de même un peu un premier satellite allemand. Donc on les retient et la Navy a son propre programme fusée avec Vanguard qui fait toutes les maladies enfantines qu'on fait, et puis bon, ça prend du temps, et puis ils viennent juste après Sputnik. Au gros énervement des Américains, vous voyez, là ils ne semblent pas être très contents aussi en 1956. Hein. Les gars qui sont à Huntsville, et c'est plutôt la partie récupérée par les Allemands.
Petit discours, je ne vais pas vous le lire totalement, de Kennedy quand il est en campagne contre Nixon. Il va gagner, comme vous savez. Ici, c'est encore en 60. Nous sommes dans une course de l'espace et nous sommes perdants. Premier satellite, premier être vivant, Laika, première fusée qui porte un drapeau rouge sur la Lune, première photographie de face cachée. Il fait effectivement la liste de ces choses. Et quelques jours avant que ça se passe, parce que ça va se passer dans quelques mois, si un homme se met en orbite autour de la Terre cette année, il s'appellera Ivan. Bon, il s'appellera Yuri, en vérité. Donc, ça, c'est une volonté politique, mais qui, à la fin, est un cri de désespoir, parce qu'on est dans la guerre froide. S'ajoute à ça la crise de la baie des cochons, ça s'appelle, non? Où les Russes essayent de mettre des fusées intercontinentales balistiques juste devant le nez, ce qui n'est pas très sympa. Mais si on croit que c'était aussi simple, que c'était juste un concours de faire pipi, plus loin, c'est pas tout à fait ça. J'ai trouvé dans un bouquin de James Loxton, qui a fait The Decision to Go to the Moon, c'est un bouquin seulement sur cette décision. Ce truc-là, donc John F. Kennedy m'a dit, eh bien, c'est votre faute. Si vous aviez un projet scientifique spectaculaire sur Terre qui serait plus utile, disons, dessaler les océans, ou quelque chose aussi spectaculaire et convaincant que l'espace, alors nous le ferions. Kennedy n'était pas du tout convaincu de l'utilité d'aller sur la Lune et connaître son origine, ou savoir relation entre cratérisation et âge de la roche. Rapport qualité-prix là, est assez faible à première vue. Mais on n'avait rien à lui proposer de mieux. Pour être le meilleur de classe, eh bien, on est allé sur la Lune. D'ailleurs, tant qu'on y est, je fais une toute petite parenthèse, parce que j'ai des étudiants qui en doutent. A-t-on vraiment marché sur la Lune? Ou est-ce que c'est juste du Kubrick? On pourrait faire une votation là. Je le fais avec mes étudiants. J'ai deux populations. Ça, c'est des bacs plus 3 en physique. Et ça, c'est des bacs plus 5 en électronique. Et c'est intéressant quand je demande, les Américains n'ont jamais marché sur la Lune, la NASA a fabriqué de fausses images. Bon, ceux qui font physique, qui sont tout à fait désaccord. Ils croient vraiment là que les Américains ont vraiment envoyé l'homme sur la Lune et l'ont fait revenir sain et sauf. Donc vous voyez que les points sont distribués en faveur des faits que je prends moi-même aussi pour garantie. Ce qui est un peu inquiétant, que même parmi des étudiants qui, bien sûr, ne sont pas tellement dans la partie physique, font que de l'électronique, eh bien, c'est beaucoup moins clair. Il y a pas mal de gens qui croient que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Et que ils ont peut-être envoyé des robots parce qu'on a effectivement des rochers. Ça ne sert à pas grand-chose, mais je montre quand même ma façon de montrer que je pense que les Américains sont allés sur la Lune. Parce que, bon, bien sûr, on a Lunar Reconnaissance Orbiter qui a montré des photos des artefacts, mais bon, la NASA est un peu de mèche. Il faut se mettre, par exemple, avec les Russes ou les Japonais. Et les Japonais ont envoyé une caméra de terrain, un peu comme si vous mettiez le petit bonhomme jaune, pas sur la Terre, mais sur la Lune, vous regardez le paysage. Et vous voyez les sites d'atterrissage d'Apollo 17 ici, en 72, et en 2008, la caméra de terrain de Selene qui ne voit pas les détails. Résolution de 10 mètres, donc on ne voit pas les rochers. Mais bon, Kubrick n'aurait jamais pu savoir ça. Impossible. Ou ça. Bien sûr, encore une fois, les artefacts sont invisibles, mais même les cratères qui, je ne sais pas, peut-être quelques dizaines de mètres de travers, là, on les voit clairement
par la caméra de Selene. Donc on n'a pas pu fabriquer ce paysage dans les années 60 et 70, dans un studio, comme une peinture de scène. Juste pas possible. Bon, tant qu'on est dans les histoires de l'espace, je vais quand même vous raconter une d'un de mes compatriotes que vous connaissez comme le découvreur de la matière noire, qui a compris ce que c'est une supernova, accélérée dans des rayons cosmiques, l'antigravitationnel pour la matière noire, tout ça. Bon, c'est quelqu'un Fritz Zwicky, qui a fait pas mal de choses pour l'astronomie, mais il était aussi extrêmement intéressé par tout ce qui est spatial. Et il était très vite devenu, pendant ces années en Californie, consultant chez Aerojet. Aerojet, c'était des fusées qu'on mettait sur les bombardiers qui partaient pour Okinawa et le Japon, parce qu'ils avaient une telle charge de bombes qu'ils n'arrivaient pas à décoller sans une aide au décollage avec des fusées. Pour l'atterrissage, c'était plus simple, les bombes n'étaient plus là. Mais pour décoller, il fallait ça. Et ces méthodes d'ingénierie, qu'il appelle méthodes morphologiques, ont merveilleusement marché. Et il a gagné, tout en étant... il a toujours refusé la citoyenneté américaine. Il a gagné la confiance, il a eu la clairance de sécurité. C'était le premier à interviewer von Braun juste à la suite de la guerre. Là. Von Braun qui a eu son accident de voiture, parce que son chauffeur s'est endormi. Et il utilise plus tard ses relations avec l'armée pour une expérience qui est très mal connue et qui est marrante. Il dit, je vais mettre une sorte de bazooka sur un V2. Comme ça, je vais pouvoir, avec ces explosifs, ça générera des jets et je vais jeter du métal liquide en orbite. Ça va retomber et ça va faire comme des météores artificiels. Donc, il a eu sa V2, lui aussi, en 1946, le 18 décembre, qui a d'ailleurs bien fonctionné pour une fois, sauf la charge n'est pas partie. La charge n'est pas partie, ça a fait long feu. Celui qui a accusé les militaires d'être des amateurs, et ceux qui connaissent un peu le caractère de Zwicky, il n'était pas tendre. Hein, c'est l'inventeur du mot spherical bastard. Hein. Tu restes un bâtard, quelle que soit la direction sous laquelle je te regarde. Donc il était plutôt colérique, mauvais perdant, et bien sûr c'était la faute à l'armée. Bon, l'armée américaine, elle apprécie moyennement. Et quand il demandait de refaire la manip, avoir une deuxième V2, c'était niette. Ça c'était en 1946. Et c'était niette. Mais Zwicky s'est pas fait... Un niet, pour lui, c'est pas un niet. Il a fait le siège et il les a énervés pendant des années. Et il a eu une autre fusée, cette fois-ci une aérobie, 12 jours après Spoutnik, comme par hasard. D'un coup, on était pressé. D'un coup... on laissait faire, parce que déjà un tout petit peu avant le lancement, on comprenait que les Russes avaient quelque chose dans le tuyau. Cette fois-ci, Zwicky avait lui-même installé des explosifs et des caméras de poursuite ont effectivement vu un objet sortir ici, c'était vu jusque Pasadena, et vu la vitesse d'échappement, on peut dire que c'est le premier objet, peut-être un projectile de taille métal, de boule de quelques centimètres, qui aurait réussi de dépasser la vitesse d'échappement et devenir le premier objet qui est rentré en orbite solaire. Pas une grande utilité parce que ça ne fait même pas bip cette boule. Elle est juste partie. Mais bon, c'est un autre fait où un astrophysicien avec beaucoup de succès, il est jusqu'aux oreilles, jusqu'à se bagarrer d'ailleurs avec les militaires, pour poursuivre ses objectifs. Et que ça, on revient à la fin, et la fin, c'est le début. L'astronomie moderne commence avec ce monsieur,
qui dirigent des télescopes vers la Lune, Vénus, Jupiter, les anneaux de Saturne. Bon, il ne sait pas ce que c'est, mais déjà il découvre les 4 étoiles de Médicis, les 4 premières lunes de Saturne, de Jupiter, et il publie tout ça dans le Messager sidéral, et il fait pas mal d'impact, comme vous savez. D'ailleurs, on en parlera certainement demain un peu. Donc c'est normalement le prototype du scientifique pur. Mais quand vous regardez bien, il construit effectivement ce télescope sur les plans qu'il y a d'un certain Della Porta qui lui rapporte ça dans une lettre de l'Hollande, où en 1608, certains Lipperey auraient inventé le télescope. Galilée le réinvente, l'améliore, et avant même de faire toutes ces observations, il va d'abord s'occuper de son salaire. Parce que quand il monte sur la tour de Saint-Marc, avec une partie du Sénat de Venise et la Serenissima le Doge, Donati, il ne dirige pas ce truc vers les astres, il dirige vers l'horizon pour compter et regarder les voiles. Et donc ça, c'est une lettre qu'il a écrite à son beau-frère, qui a épousé sa sœur, Landucci, et donc, où il vante d'abord le télescope qui est bien meilleur que celui qu'on a rapporté donc des Flandres. J'ai fait il y a 6 jours, j'ai été convoqué devant la Serenissima Signora, c'est donc le Doge. Je leur ai exposé au grand étonnement de tout le Sénat. Un grand nombre de nobles sénateurs, bien âgés, sont montés plus d'une fois au sommet du plus haut clocher de Venise afin de voir des voiles et des navires si éloignés que, sans ma lorgnette, il fallait attendre 2 heures avant de les voir entrer dans le port à pleine voile. Car l'effet de mon instrument est tel qu'il fait paraître un objet situé à 50 000 de distance aussi grand que s'il n'était qu'à 5. Voilà. Bon, si ça, c'est pas du militaire. Et puis, bon, Galilée, c'est un physicien, mais il aime tout ce qui est physique, entre autres, bien manger. C'est un bon vivant. Et son salaire a été augmenté à 1000 florins immédiatement avec un poste à vie. Donc c'était un exemple de quelqu'un qui savait très bien lier sa recherche pour l'astronomie et celle pour la partie, disons, défense. Bon, avec ça, je voudrais finir. Je ne sais pas, comme tous ces gens que vous avez ici en manager, leur façon d'interagir directement ou interagir avec le côté militaire, comment ils ont fait leur pacte avec le diable. Certains, c'est assez clair. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Ce qui est clair, que encore aujourd'hui, et à tous les temps, cette interaction est extrêmement fructueuse. Et j'ai moi-même, bien sûr, je me suis posé cette question parce que je travaille avec des satellites. Et je n'ai pas non plus une réponse à vous donner exactement. Il y a peut-être cette réponse de Brecht quand il fait 100 sa pièce Galilée, la vie de Galilée, où Galilée dit à un moment, peut-être si j'avais résisté, c'est-à-dire devant l'Inquisition, ne pas dire ok, vous avez raison, la Terre est au centre, et puer si muove, quand il sort, mais s'il avait vraiment résisté et tenu, est-ce que les physiciens auraient peut-être développé quelque chose comme un serment d'Hippocrate des médecins, c'est-à-dire une promesse d'utiliser leur science uniquement pour le bien de l'humanité.
Who knows? Mais dans la pièce de Brecht, au moins, ça finit avec cette recommandation. Bon, je vous remercie pour votre attention. Merci.